Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre confiance. C'est une autre édition de l'émission Actu Santé sur Equinox Télévision. Nous nous intéressons davantage sur ce qu'on appelle les hépatites B et C, qui sont d'ailleurs des pathologies qui secouent le quotidien des populations camerounaises. Voyez-vous par exemple l'hépatite B qui représente 10 à 13% du Cameroun. Ça fait quand même beaucoup pour les populations camerounaises. Les spécialistes font savoir également que pour ce qui est de l'hépatite C, c'est 3 à 4% également. C'est dans notre problème et qui touche désormais les enfants aujourd'hui. Et pour davantage comprendre le processus ou encore ces pathologies, professeur Christian Zeton est notre invité. Il est pathogastro-entérologue. Professeur, merci de répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que ce sont des émissions qui sont importantes pour sensibiliser nos populations. Et comme je vais vous le dire, c'est une pathologie qui est importante dans notre pays. Donc, il faut absolument qu'on modifie la prise en charge et qu'on sensibilise les populations. Professeur Zeton, vous revenez d'un très grand séminaire à Washington, un séminaire qui vous a permis de comprendre qu'il y a des nouveautés dans la prise en charge des hépatites. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre à ce niveau? Vous savez qu'il y a l'hépatite C et l'hépatite B. Je pense qu'il faut commencer par parler de l'hépatite C pour dire que les progrès que nous avons eus ces dernières années en matière de traitement font qu'on va arriver à éradiquer cette maladie. Le principal problème étant qu'il faut dépister les malades, parce que dans ces hépatites, nous avons un gros problème dans le dépistage des malades que nous attendons par rapport au taux de prévalence que vous venez de signaler, ne sont pas du tout significatifs par rapport à ce taux. Et à ce moment-là, nous considérons qu'en matière d'hépatite B et d'hépatite C, nous n'avons en charge actuellement que moins de 25% des malades. Donc les autres malades sont encore dans la nature et s'ignorent. Donc il faut absolument sensibiliser pour que les gens se dépistent, puisque l'hépatite B, l'hépatite C, il n'y a pas de symptômes quand ce n'est pas des formes compliquées. Donc si on ne va pas sensibiliser ces gens pour les dépister, on ne les trouvera pas. Alors à partir du moment où on va essayer avec le ministère de la Santé d'augmenter le taux de dépistage, après avoir sensibilisé les malades pour leur dire que c'est important, on aura plus de malades à traiter. Et comme nous avons à notre disposition des solutions pour eux ces temps-ci, c'est important de le faire. Alors je disais que l'hépatite C, le problème est en train d'être résolu en termes de traitement. Donc si on dépiste les malades, on peut leur proposer des solutions qui sont des solutions définitives. Parce que l'hépatite C, aujourd'hui, il y a un nouveau traitement que nous avons pu acquérir pour notre pays avec le soutien du ministère de la Santé à des tarifs très réduits, parce qu'il y a des laboratoires assez humanistes qui ont accepté de réduire considérablement les prix. Monsieur le ministre de la Santé avait expliqué que pour le Cameroun, ces traitements seront autour de 1 million de francs par traitement. C'est encore beaucoup pour un Camerounais, mais c'est une réduction de 85% par rapport au réel. Bon, il y a des promesses de réduction encore plus substantielles qui vont arriver. Donc, il faut absolument que les malades d'hépatite C se dépistent pour profiter de cette opportunité, parce que les taux de succès aujourd'hui, c'est de l'ordre de 98%. C'est-à-dire qu'on vous donne un traitement pendant 12 semaines et après, il n'y a plus d'hépatite C. C'est une guérison. Alors 98%, c'est pratiquement 100%, parce que ceux qui restent, c'est des gens qui ont échappé au traitement. On va changer le traitement et on va les guérir. Et donc on peut dire que le succès, c'est 100%. Alors donc il faut dépister les malades, parce que sinon, si on ne vous dépiste pas, vous n'aurez pas ce traitement et on risque de vous trouver au stade de cirrhose ou de cancer du foie, puisque ce sont les complications que nous connaissons. Alors maintenant, pour l'hépatite B, c'est là qu'il y a une agitation importante ces temps-ci, parce que le taux de prévalence est plus élevé. Je reviens en arrière pour dire que le taux de prévalence de l'hépatite C, effectivement, c'est 3 à 4%, et non plus les 15% qu'on disait avant. En fait, c'est parce que les statistiques ne s'adressaient qu'aux adultes. Quand on inclut les enfants dans la population camerounaise, on trouve que le taux de prévalence est de 3 à 4%, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hépatite C chez les enfants. On en trouve quelques cas chez des drogués par voie intraveineuse, etc. Et donc, ça fait que le pic important, c'est chez l'adulte. Mais je vous ai dit qu'on va résoudre cela. Alors donc à partir de là, je pense que si on dépiste les malades, on va régler le problème de l'hépatite C et on va pouvoir éradiquer vers les années 2030 comme le souhaite l'OMS. Bon, pour l'hépatite B, je disais donc qu'il y a une agitation importante, parce que pour nos pays, et en particulier le Cameroun, c'est le principal problème au niveau des hépatites,
en dehors de la possibilité de guérir. Parce que l'hépatite B, là aussi, il n'y a pas de symptômes, donc il nous faut dépister les malades pour les trouver. Et puis, l'évolution se fait également vers la cirrhose et le cancer du foie. Donc il faut absolument que nous puissions dépister ces malades pour pouvoir les soigner. Alors là, le traitement est disponible. Le ministère de la Santé a mis à disposition des Camerounais un traitement qui vaut entre 3 000 et 5 000 francs par mois. C'est quand même abordable. Et à ce moment-là, on peut maintenir les malades en vie puisque le traitement de l'hépatite C, ça ne vise pas une vraie guérison. Ça vise un empêchement de nuire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on vous met sous traitement et vous n'irez pas vers la cirrhose ou le cancer du foie. Et à partir de ce moment-là, ben, vous êtes sauvé et c'est quand même quelque chose. Alors là où on insiste, c'est parce que la prévalence est à 12%, 10 à 12%. Et surtout, le plus gros taux de prévalence, c'est chez l'enfant. Alors ça, c'est capital. Donc la prévention de la transmission de la mère et à l'enfant est le point crucial sur lequel il faut qu'on travaille et nous sommes en train de travailler là-dessus avec le ministère de la Santé et les institutions africaines parce qu'il faut empêcher que les enfants ne se contaminent à la naissance. Donc quand une mère a une hépatite B, il faut absolument pour le moment vacciner l'enfant à la naissance. Et nous demandons aux autorités d'accepter qu'on puisse étendre cela à une vaccination systématique de tous les enfants à la naissance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent, on n'a jamais vu la mère, et donc si on ne les vaccine pas, on ne saura pas que la mère est en fait d'hépatite B et il va nous échapper. Alors on peut aussi ajouter une séroprophylaxie à la naissance, mais le sérum anti-hépatite B coûte beaucoup plus cher, donc contentons-nous déjà de vacciner tous les enfants. Et à partir de ce moment-là, ben, le pic étant très important à la naissance, si on empêche la transmission, ben, je crois qu'on aura gagné beaucoup de points en matière d'hépatite B. Il ne faut pas oublier que quand malheureusement l'enfant est contaminé à la naissance ou dans la première enfance, son risque de faire une hépatite chronique est de 90%. C'est ainsi que vous voyez ces enfants qui sont contaminés à la naissance, qui vers 20 ans se présentent avec un cancer du foie. Donc c'est relativement tôt, alors que quand l'adulte attrape une hépatite B, son risque de faire la chronicité est de 10%. Donc inutile de préciser, vous avez vu qu'il faut mettre absolument le paquet dans la prévention de la transmission mère et enfant. En tout cas, on a commencé par la fin. Vous vous êtes rendu compte, chers téléspectateurs, que nous sommes partis en tout cas au niveau de la prise en charge. Mais je voudrais bien, quoique la maladie existe déjà au Cameroun et que cette maladie continue de faire des ravages, qu'on comprenne quand même ce que c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Il s'agit de deux maladies virales. Il y a un virus qui s'appelle le virus de l'hépatite B et l'autre qui s'appelle le virus de l'hépatite C. Alors disons à nos téléspectateurs qu'il y a aussi une hépatite D qui est une hépatite particulière parce qu'elle ne touche que quelqu'un qui a déjà une hépatite B. Donc celle-là est un petit peu à part et malheureusement elle aggrave les hépatites B. Alors le point commun de ces hépatites, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la phase aiguë, c'est-à-dire que quand vous attrapez la maladie, le moment où ça se manifeste, il n'y a aucun symptôme. Et donc vous allez passer cette phase sans le savoir et vous retrouvez peut-être avec un portage chronique, c'est-à-dire vous faites une hépatite chronique qui n'a pas de symptômes. Alors, à bas bruit, cette hépatite, que ce soit B ou C, peut malheureusement évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie. Il faut vous dire que 80% à peu près des cancers du foie que nous avons en Afrique proviennent des hépatites virales. Surtout l'hépatite B, qui représente à peu près 65 à 70% de ces cancers du foie, et l'hépatite C, le reste. Alors, le reste, en retirant des 70% des cancers, c'est l'alcool et les autres causes. Donc, vous voyez, le gros paquet, c'est les hépatites virales. Alors, donc, le point commun, pas de symptômes au départ, ou des signes comme si c'est un palu et tout ça, mais on ne sait pas que c'est une hépatite, et donc, silencieusement, on va vous retrouver avec un cancer du foie alors que vous ne le saviez pas. Donc, quand nous avons des malades avec un cancer du foie, ben, nous cherchons la cause de son cancer, et souvent, on trouve que c'est une hépatite, surtout B, mais de temps en temps aussi une hépatite C. Donc, vous voyez, c'est un problème de santé publique dans notre pays, d'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un problème au niveau du dépistage. Beaucoup de malades s'ignorent et il faut absolument augmenter le nombre de dépistages, le nombre de campagnes de dépistage, puisque comme je vous ai dit, nous avons des solutions pour l'hépatite B qui est quand même satisfaisante, même si ce n'est pas une guérison définitive, et une solution définitive pour l'hépatite C. Donc si on dépiste les malades, on pourra leur proposer des solutions. Et on fait des efforts
au niveau de l'État pour que la prise en charge de ces maladies soit moins coûteuse. Et ça, je pense que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on aura des résultats. Alors, professeur, c'est vrai quand même que ce sont des maladies virales. On ne les boit pas dans un verre d'eau. Il y a quand même un mode de transmission de ces hépatites. Oui, alors le mode de transmission de ces hépatites, c'est surtout par voie sanguine. Alors la voie sanguine, ça peut être du sang directement, c'est-à-dire la transfusion sanguine. Donc il faut faire très attention à la transfusion sanguine et sécuriser nos banques de sang. Donc il y a des efforts importants à faire à ce niveau-là. Mais aussi ça peut être le sang de façon indirecte, c'est-à-dire des objets qui ont été souillés par du sang de malades hépatite B ou hépatite C. Les deux hépatites et aussi l'hépatite D dont j'ai parlé tout à l'heure se transmettent par le sang. Alors les méthodes indirectes, donc c'est des objets souillés par ce sang malade. Alors les objets souillés, ça peut être l'endoscopie, la chirurgie, les injections intramusculaires ou intraveineuses, le piercing, les tatouages, les drogués qui utilisent des seringues parce qu'ils s'échangent des seringues qui sont souillées, etc. Et puis pour l'hépatite B qui est quand même la plus contagieuse, parce que je vous rappelle, j'ai déjà eu à le dire, que l'hépatite B c'est ce qu'il y a de plus contagieux puisque l'hépatite B est 100 fois plus contagieuse que le VIH. Donc vous voyez, c'est extrêmement contagieux. Alors pour l'hépatite B, il y a la contamination sexuelle qui n'est pas très importante pour l'hépatite C. Donc l'hépatite B, il faut se protéger avec des préservatifs et tout ça parce que c'est transmissible sexuellement. Alors les autres sécrétions de l'organisme comme la sueur et la salive, bon, ça peut transmettre, mais il faut absolument qu'il y ait une blessure chez le receveur pour que ça se transmette. Donc je crois qu'il ne faut pas exagérer la transmission sanguine et la transmission par la sueur pour l'hépatite B. Ça n'existe pas pour l'hépatite C. Alors toutes nos pratiques traditionnelles, malheureusement, sont des sources de transmission de l'hépatite B parce que le guérisseur va utiliser des scarifications et puis certaines poudres qu'il utilise pour plusieurs malades, ça fait que ça transmet aussi et là aussi il y a un effort à faire. Alors maintenant chez le coiffeur et tout ça, bon les coiffeurs je vois qu'ils stérilisent un petit peu leur matériel mais c'est effectivement un risque de transmission. Je pense que principalement l'hépatite B vu sa contagiosité. Alors quand on parle d'hépatite B et d'hépatite C, bien sûr, quand nous proposons le dépistage, on recommande que le dépistage se fasse aussi pour le VIH. C'est-à-dire un malade qui n'a jamais eu de dépistage de VIH, si vous faites un dépistage d'hépatite B et hépatite C, je pense qu'il faut faire les trois, c'est-à-dire y inclure le VIH, ça va nous aider pour notre pays à lutter contre ces trois maladies en même temps. L'hépatite B ou l'hépatite C, ça prouve quand même qu'il y a des manifestations et à quel moment on devrait savoir qu'on est malade ou qu'on est atteint de ces pathologies. J'ai dit que les hépatites B et C n'ont pas de symptômes. Alors si vous voulez les détails, quand vous faites une hépatite B ou une hépatite C en phase aiguë, comme par exemple la phase aiguë du paludisme, c'est quand vous tremblez, vous frémissez, vous avez mal aux articulations, etc. Ça c'est la phase aiguë du paludisme. Mais en matière d'hépatite, il n'y a pas cette phase aiguë en général. Disons dans 70% des cas. Et quelques malades vont avoir des symptômes qui sont rares mais qui ne sont pas spécifiques, comme par exemple les yeux jaunes, ou bien un peu de fièvre, etc. Et bon, vous voyez donc que souvent ces malades vont être considérés comme faisant de paludisme. Et donc on ne va pas considérer que c'est une hépatite et donc on ne pourra pas. Alors si par hasard on considère que c'est une hépatite, surtout quand il y a les yeux jaunes, c'est notre problème, puisque on dit que la jaunisse se soigne à l'indigène. Et ça c'est le principal problème qu'on rencontre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'indigène en train de se soigner, et ils ne vont pas profiter des nouveaux traitements extraordinaire de l'hépatite C. Donc je pense qu'on peut retenir qu'il n'y a pas de symptômes d'hépatite et qu'il faut dépister les malades. Dans la période de campagne de lutte, c'est-à-dire les journées mondiales des hépatites, on a l'habitude de dépister des gens qui ne se plaignent de rien. Et là-dedans, on trouve souvent les taux de prévalence dont je vous ai parlé. Dernièrement, j'ai fait un dépistage ici devant mon centre médical et sur 100 personnes, j'ai trouvé 10 qui avaient une hépatite B et 5 qui avaient une hépatite C. Des gens qui se plaignaient de rien. Donc s'il faut attendre les symptômes pour soigner les malades, je crois qu'on perd son temps et puis on va exposer les malades à des risques de cancer. Il faut les dépister avant. Et les campagnes de dépistage que nous comptons lancer, et pour cela nous attendons les instructions de Monsieur le ministre de la Santé, ça va être des campagnes à large échelle pour dépister des gens qui ne se plaignent de rien. Et je vous dis, on va sensibiliser les populations pour que ce dépistage regroupe hépatite B, hépatite C et VIH. Ça sera l'idéal, bien entendu.
Mais le problème de l'hépatite B et l'hépatite C, c'est un problème de santé publique dans notre population. Et je pense que si avec les médias, et je vous remercie pour cette émission, on peut arriver à sensibiliser les populations, surtout en insistant sur le fait que c'est une maladie qu'on traîne et qu'il n'y a pas de symptômes, et que malheureusement, vous allez arriver à bas bruit à des cancers du foie. Nous avons régulièrement des malades qui ont soit une cirrhose, soit un cancer du foie, dont nous pouvons prouver rapidement qu'il s'agit d'une hépatite B ou d'une hépatite C, mais malheureusement, ils ne l'ont pas su et on ne les a pas surveillés. L'autre problème, c'est des malades qui se font vacciner contre l'hépatite B sans un contrôle. Avant de vacciner les gens contre l'hépatite B, il est capital de faire un dépistage pour savoir si la personne n'est pas malade. Parce que si on vaccine un malade, le vaccin ne va pas aggraver la maladie, mais ça va empêcher de savoir qu'il est malade. Donc il va se retrouver avec une cirrhose et un cancer du foie. On a des malades comme ça qui nous disent que mais il a une cirrhose, vous dites que c'est l'hépatite B, il a été vacciné. Ça veut dire qu'au moment de le vacciner, on n'a pas regardé s'il était malade ou pas. Et comme il était malade, ben, il a évolué tranquillement avec dans sa tête qu'il a été vacciné et on ne l'a pas surveillé. Donc ça, c'est des messages importants également. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C. Je crois que ce vaccin n'existera jamais puisqu'on a un traitement de guérison. Parce qu'encore une fois, je vous dis, un traitement actuel, qui sont les antiviraux directs, comme on dit, on vous le donne pendant 12 semaines, et au bout de 12 semaines, en général, dans 98% des cas, il n'y a plus d'hépatite C. Donc le vaccin est inutile, et puis je vous ai dit, le taux de prévalence de l'hépatite C, c'est surtout chez les adultes, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de campagnes de vaccination qu'on faisait dans le temps, avec des pistolets, qui vaccinaient plusieurs personnes, le petit contretemps, c'est que ça a donné beaucoup d'hépatite C, d'après ce que nous avons pu démontrer avec le Centre Pasteur. On veut comprendre. Il n'y a pas de signes, il n'y a pas de symptômes pour ces différentes pathologies, mais quand même à un moment donné, on peut déjà imaginer que cette personne est atteinte d'une maladie ou d'une autre. Après, bien sûr, avoir rencontré un spécialiste. Oui, alors si le malade ne vient pas rencontrer le spécialiste et que le spécialiste a la bonne idée de lancer le dépistage, ben, il ne le saura pas. Si un malade vient devant moi avec une hépatite qui n'a pas de symptômes, je ne pourrai pas le dépister, sauf si dans son bilan, je mets par exemple les transaminases et je vois qu'elles sont élevées. Ça va attirer mon attention et je vais demander le bilan des hépatites. Sinon, je répète, il n'y a pas de symptômes en général. Même la fatigue, même les yeux jaunes, dans un fort paludisme, il y a des gens qui ont les yeux jaunes. Donc ce n'est pas spécifique de l'hépatite et encore une fois, je n'en démords pas, il faut dépister les malades qui ne se plaignent pas. Alors je profite pour dire que les séjours que j'ai faits aux États-Unis et dernièrement à Bordeaux par rapport à l'hépatite B, c'était des réunions qui visaient à voir comment on peut aider l'Afrique à prendre en charge ces maladies parce que nous avons les taux de prévalence les plus élevés qui sont comparables aux taux qu'on a en sud-est asiatique, dont l'Asie est un peu comme nous. Alors il y a des institutions internationales et certains laboratoires qui veulent nous aider à prendre cela. Il y a également une fondation en Afrique du Sud et donc avec plusieurs Africains, on essayait de voir comment on peut aider. Dans le dépistage, puisque le problème c'est le même dans tous les pays, on a des problèmes pour le dépistage en termes de tests diagnostiques et puis pour la prise en charge. Alors pour la prise en charge, il s'agissait de trouver quelques raccourcis dans les algorithmes pour prendre en charge, pour limiter les coûts bien entendu, et puis les moyens de trouver une réduction de coût des examens. Parce que quand nous suivons un malade qui a une hépatite B ou une hépatite C, à chaque fois que nous le voyons une fois tous les 6 mois ou une fois par an, ben, les examens qu'il faut faire pour savoir où il en est, ben, ça coûte un peu cher. Et malheureusement, ça peut gêner et donc il faut absolument que ces coûts-là baissent. C'est ça qu'on faisait dans ces réunions. Et puis, on continue à dire qu'il faut baisser le coût des traitements de l'hépatite C en particulier parce que les prix que je vous ai donnés, c'est quand même un peu cher pour un Africain moyen. C'est déjà moins parce que je vous rappelle qu'au lieu de 1 million que nous avons ici par 12 semaines, c'est dans les 30 millions en Europe. Donc ça veut dire qu'on a une sacrée réduction. Mais si on peut encore baisser, ça sera mieux pour nos populations et je crois qu'il y a des promesses de baisse ces temps-ci. Je crois que les négociations que Monsieur le ministre de la Santé a avec certains partenaires et certains laboratoires vont nous donner des résultats. Je pense que nous attendons les instructions de notre tutelle. Pour ça, est-ce qu'on peut arriver à éradiquer ces pathologies virales, par exemple, même si aujourd'hui vous vous battez comme vous pouvez, comme bien d'autres spécialistes également dans ce sens, et même certainement le ministère de la Santé publique, est-ce qu'il est possible
d'attendre d'ici quelques années et de ne plus parler des hépatites? La Société camerounaise de gastro-entérologie, que vous connaissez, en association étroite avec le ministère de la Santé et même en association étroite, disons-le, avec monsieur le ministre de la Santé qui est très actif dans ce domaine, nous espérons que avec la communauté internationale, nous arriverons à éradiquer l'hépatite C vers les années 2030. Ça, c'est l'objectif de l'OMS. Je pense qu'on pourra y arriver si on peut trouver le moyen de mettre ce traitement à la disposition de nos malades, parce que comme je vous ai dit, le prix est très réduit pour l'Afrique, mais c'est encore un peu élevé. Et donc, si on arrive à baisser, on pourra éradiquer. Puisque je vous ai dit que le traitement de l'hépatite C, c'est un traitement de guérison. Donc dès qu'on vous met sous traitement, il n'y a plus d'hépatite C après. Pour l'hépatite B, le problème est différent puisque c'est un traitement d'empêcher de nuire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais quand on empêche de nuire et que le malade ne pourra pas avoir cirrhose et cancer, ben je pense que c'est quand même pas mal. Alors il y a des progrès, il y a des laboratoires qui sont en train de rechercher de nouveaux médicaments et ils nous promettent que d'ici quelques mois ou quelques années, on pourra aussi guérir l'hépatite B. Pour l'instant, le traitement qui est le tenofovir, qui est un médicament génériqué, etc., qui fait que nous l'avons au Cameroun entre 3 000 et 5 000 francs par mois, c'est tout à fait abordable, ben, ce traitement, c'est un traitement d'attente. Si on a des nouveaux traitements, ça sera pour guérir le malade, c'est-à-dire que des médicaments qui iront attaquer le virus à l'intérieur de la cellule hépatique pour l'éliminer définitivement. Pour l'instant, c'est un idéal que nous n'avons pas encore pu parachever, mais si ça arrive, parce que quand les laboratoires se mettent là-dessus, je crois qu'on peut espérer qu'on pourra trouver. Et si on trouve, ben on va aussi éradiquer l'hépatite B. Professeur, c'est une bonne campagne qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Déjà commencer à sensibiliser les populations qui sont quelque peu sceptiques et qui n'arrivent pas à se dénoncer chaque fois qu'il y a des malaises qui pourraient aboutir à ce que vous avez évolué et développé tout à l'heure comme étant des maladies virales. Donc il faut une bonne dose de sensibilisation. Heureusement, Equinox a mis en place un programme de santé qui aujourd'hui vous accompagne certainement. Oui, je vous remercie pour ça parce que depuis quelques années, j'avoue que ce que vous faites est appréciable et je pense que les autorités sanitaires de notre pays doivent être aussi sensibilisées et doivent sûrement vous remercier et vous accompagner. C'est ce que nous allons peut-être essayer de demander à notre tutelle. Je pense qu'il faut augmenter ce nombre d'émissions parce que c'est en enfonçant le clou qu'on y arrivera, mais ce que vous faites déjà est pas mal et je suis sûr qu'après ce genre d'émissions, on va avoir plus de malades qui vont se porter vers le dépistage. Je pense que le dépistage sera de toutes les façons étendu parce que la politique du ministère de la Santé actuellement, c'est de demander que nous formions même des généralistes et des médecins internistes, des infectiologues à la prise en charge des hépatites. Vous savez qu'il y a 40 gastro-entérologues au Cameroun à peu près et ils sont dans les principaux centres. Maintenant, le ministère de la Santé a essayé d'en affecter à Bafoussam, Bamenda, Maroua, etc. Mais on n'est pas assez nombreux. Donc, le ministère de la Santé nous a demandé de former des médecins généralistes pour qu'ils prennent en charge ces malades. Donc, dans la prise en charge, nous leur inculquons bien sûr l'importance du dépistage. Et je pense qu'avec tous ces suppléments de main-d'œuvre formés, on va pouvoir y arriver parce qu'on a formé des gens à Bertois, à Bafoussam, etc. Même récemment, on a eu une réunion à Yaoundé avec tous ces généralistes. Et donc, je crois que ça va faire un nombre de médecins formés suffisant pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Professeur Christian Zeton, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue et qu'avec vous, nous parlons de ces hépatites, ces maladies virales, hépatite B, hépatite C, avec la prévalence quand même qui fait peur au Cameroun, mais on espère bien qu'avec le travail qui est fait, celui de la sensibilisation et de l'éducation des masses, on aura moins de cas de temps en temps et que ceux qui sont encore ignorants de cela pourraient davantage se rapprocher des formations sanitaires. Merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un dernier mot pour dire que les Camerounais qui sont actuellement sous des traitements traditionnels des hépatites B et C. Moi je pense que si après quelques semaines ils s'aperçoivent que ça ne marche pas, parce qu'il y a des examens de contrôle qui sont possibles, il faut qu'ils se rapprochent de la médecine officielle pour qu'on les soigne, parce que nous avons des solutions et les recettes traditionnelles ne sont pas curatives. Donc honnêtement, il faut qu'ils se rapprochent encore des laboratoires et même il y a beaucoup de praticiens qui travaillent un petit peu avec les laboratoires. Moi je pense que si l'honnêteté intellectuelle fait que si les résultats de ces examens de laboratoire ne sont pas bons,
il vaut mieux qu'ils se rapprochent des traitements que nous mettons à leur disposition et tout le monde va y gagner. Merci à vous, professeur, et merci également à nos chers téléspectateurs qui sont restés très attentifs à suivre ce programme, comme d'habitude. La suite, c'est sur Equinox. Au revoir.